Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut du club de l'EFP. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble 3 enseignements de la finance comportementale que vous ne devez ignorer sous aucun prétexte. Alors dans le détail de cet épisode, de l'épisode d'aujourd'hui, on va voir notamment pourquoi la plupart des gens se trompent lorsqu'ils tentent de prédire l'évolution des cours boursiers, alors que la théorie des probabilités est vraiment assez claire à ce sujet précis. On verra également dans quel cas précis la gestion contrarienne de vos investissements fonctionne réellement, pourquoi la plupart des investisseurs ne l'appliquent pas de la bonne manière. On verra donc ensuite l'étude qui vous prouve que l'éducation financière conduit en moyenne à une hausse de 78,7% de la richesse financière des individus. Et donc dernier point de cet épisode consacré à la finance comportementale, on verra ensemble pourquoi vous n'avez véritablement aucun intérêt à rejoindre un club d'investissement au sens classique du terme et ce que vous pouvez faire pour éviter d'être piégé par ce qu'on appelle le biais de polarisation. Voilà donc pour le programme de l'épisode d'aujourd'hui. Alors on va commencer avec le premier biais que je vous ai promis. Donc le premier biais comportemental qui est un biais cognitif en fait, et ce qu'on appelle l'erreur du joueur. Alors c'est quoi l'erreur du joueur? C'est tout simplement, si on prend un exemple pour illustrer ce biais-là, c'est tout simplement quand vous jouez à pile ou face, notamment lorsque vous jouez avec une pièce de monnaie, que vous la lancez en l'air et que vous avez une suite, si vous voulez, de piles et de faces qui vont succéder. Si vous avez par exemple des résultats du type pile, face, puis pile, 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 et bien si vous voulez la conclusion un petit peu naïve, malheureusement à laquelle la plupart des gens vont arriver, c'est qu'après avoir obtenu 4 ou 5 piles d'affilée, on risque d'avoir évidemment une augmentation du nombre de chances d'avoir un face plutôt qu'un cinquième ou sixième pile. C'est ça qu'on appelle l'erreur du joueur qui repose tout simplement sur la méprise, sur une méprise concernant donc notamment cette théorie des probabilités. Donc c'est quoi effectivement, si on met un mot, si vous voulez, si on explique concrètement ce que ça veut dire tout simplement que une fois qu'on assiste à une série d'événements identiques qui se produisent, on a tendance à penser que l'événement qui va suivre sera forcément différent. En quelque sorte, on anticipe un retour sur la moyenne à court terme, alors que, si vous voulez, dans le même temps, la théorie dit effectivement que des tirages se répartissent équitablement entre les deux faces de la pièce. C'est vrai, c'est effectivement quelque chose de vrai, mais c'est quelque chose qui n'est vrai uniquement que sur longue période. Ça marche pas à court terme, comme on pourrait donc faussement le croire en concluant par rapport à l'expérience précédente que au bout du quatrième pile, enfin après 4 piles si vous voulez, le cinquième pile a beaucoup moins de chances de se produire qu'un face qui n'est pas arrivé depuis un certain moment. Donc sur les marchés financiers, c'est exactement le même raisonnement, notamment pour l'investisseur qui croit à l'hypothèse de marche aléatoire des cours, et ce dernier peut tout simplement adopter à tort une gestion contrarienne. Alors évidemment, la gestion contrarienne, c'est souvent une très bonne idée, on va voir dans un instant pourquoi, mais dans ce cas-là, malheureusement, c'est pas une bonne idée du tout. Encore une fois, je le répète parce qu'on est sur des séries qui se produisent sur le court terme. Donc c'est encore une fois, c'est le fameux avertissement. Les rendements passés ne préfigurent pas des rendements futurs, parce que les évolutions de cours sont supposées tout simplement indépendantes les unes des autres, et tout ça, ça nous renvoie encore une fois au fameux dilemme du lancer de pièces qu'on a vu ensemble donc au début de l'épisode. Donc si vous voulez, si l'investisseur raisonne de cette manière-là, donc s'il anticipe un retour sur la moyenne des rendements à court terme, alors il va penser qu'il est pertinent de se positionner à l'achat, notamment si les suites de rendement sont négatifs ou inférieurs au rendement historique, si ces suites de rendement à court terme sont négatifs ou inférieurs au rendement historique. Donc à court terme, il va acheter des titres qui ont décroché sur plusieurs séances, et à moyen terme, il va en arriver à la conclusion qu'il doit acheter des titres qui ont fait moins bien que le marché, donc encore une fois, je le répète, sur le moyen terme. Donc évidemment, dans ces deux cas-là, vous l'avez compris, ce sont des erreurs de jugement, malheureusement. Ce sont des erreurs qui peuvent d'ailleurs lui coûter très très cher. Et on va voir ensemble dans un instant que ces erreurs sont notamment illustrées par une expérience qui a été menée par, attention, c'est un peu, les noms sont un peu compliqués, donc c'est Asparova, Herzl et Lehman, donc en 2005, qui ont mené donc des expériences sur des étudiants de l'université d'Utah. Donc l'expérience avait été menée notamment sur des séquences, sur 50 séquences différentes qui retraçaient à chaque fois l'évolution sur 8 périodes du cours d'un titre suivant une marche aléatoire, donc sur le même principe, du moins en théorie, que celui sur lequel fonctionnent les marchés financiers. Et donc par rapport à cette étude, si vous voulez, ils ont demandé aux étudiants de parier sur l'évolution du cours à la 9e période, en ayant conscience que le cours suivait une marche aléatoire. Donc il n'y avait pas vraiment de piège, si vous voulez, les étudiants étaient prévenus que les cours fonctionnaient bien de manière aléatoire.
Et par rapport aux résultats de cette étude, si vous voulez, il se trouve que les sujets, donc les étudiants anticipaient d'autant plus un renversement que la tendance affichée par le cours sur les dernières périodes était particulièrement longue, mais il se trouve que inconsciemment, les résultats qui étaient obtenus étaient complètement identiques sur une séquence aussi courte que celle des 9 périodes au total. Donc la conclusion, si vous voulez, de l'expérience, c'est que les sujets ont terminé avec une richesse finale de 11,1 dollars, c'est-à-dire une richesse 2 fois inférieure à la richesse qu'ils auraient obtenue s'ils avaient considéré que le processus était véritablement strictement aléatoire. Donc voilà, la richesse qu'ils auraient obtenue, c'était 20 dollars par opposition aux 11,1 dollars qu'ils ont obtenus en se laissant piéger donc par ce biais, ce biais donc qu'on appelle l'erreur du joueur. Donc la conclusion, si vous voulez, par rapport à ce biais cognitif, c'est que les études empiriques montrent très clairement qu'il y a effectivement un effet momentum à court terme sur les marchés, c'est-à-dire que la hausse appelle la hausse et que la baisse appelle la baisse. Donc ça sert à rien, si vous voulez, de vouloir être absolument contrariant et de faire l'inverse de ce que vous voyez, enfin de ce que fait le marché sur le court terme. Par contre, à long terme, la gestion contrarienne redevient effectivement judicieuse. Les titres qui ont fait nettement moins bien que le marché sur des périodes longues, notamment sur des périodes supérieures à 3 ans, font ensuite, généralement, donc statistiquement mieux sur des périodes tout aussi longues. Donc encore une fois, retenez bien ce principe-là, notamment qui nous a été, tout simplement, cette conclusion qui nous a été révélée par la finance comportementale. Vous pouvez effectivement adopter la gestion contrarienne, c'est une excellente idée sur le long terme, c'est une très mauvaise idée par contre effectivement sur le très court terme. Voilà donc pour le biais qui concerne l'erreur du joueur. Alors il y a une deuxième chose que je voulais qu'on voit ensemble aujourd'hui, qui est un autre enseignement de la finance comportementale, qui cette fois-ci non pas un biais on va dire un peu négatif, mais quelque chose de plus positif, qui est tout simplement donc l'éducation financière des adultes, savoir si c'est quelque chose finalement de plutôt inné, de plutôt acquis, est-ce qu'on peut faire quelque chose si vous voulez pour améliorer cette éducation financière des adultes. Et pourquoi on se pose cette question-là, pourquoi la finance se pose de plus en plus cette question-là, tout simplement parce que à l'heure actuelle, il vous a pas échappé que les ménages étaient de plus en plus en charge de leur épargne, notamment pour leur retraite. Et si c'est pas le cas, ça risque de le devenir très très rapidement compte tenu de l'évolution du système de retraite par répartition. Donc la question évidemment qu'on peut se poser, qu'on est en droit de se poser d'ailleurs, et qui d'ailleurs m'intéresse aussi tout particulièrement, notamment pour l'école des finances personnelles, c'est de savoir s'il est utile de dispenser des formations sur les questions relatives aux finances personnelles, si finalement les habitudes de consommation et d'épargne ne sont pas quelque chose de définitivement arrêté, de figé, pour lequel on pourrait tout simplement ne rien faire. On pourrait malheureusement ne pas trouver de solution pour permettre aux gens d'améliorer leur éducation financière. Donc il y a plusieurs études qui ont été menées sur le sujet. Si vous avez suivi les différents lancements du séminaire de l'EFP, vous savez qu'il y a des études notamment qui ont été menées par l'université de Stanford aux États-Unis. Je ne vais pas revenir sur cette étude-là. Par contre, il y a une autre étude dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui je pense est également très révélatrice, extrêmement intéressante, qui a été donc réalisée par encore une fois un chercheur qui s'appelle Luzardi. Et cette étude donc, qui a été menée sur l'impact de la formation financière, donc de l'éducation financière, sur la richesse des ménages. Alors heureusement pour nous, tant mieux pour nous, Luzardi a bien fait les choses puisque les données qu'il a récoltées ont été tout simplement récoltées dans le cadre d'une enquête nationale qui a été menée sur les retraités américains et qui notamment donc, donnait des renseignements sur leur richesse, sur ses différentes composantes, sur leurs caractéristiques démographiques, sur leurs revenus, sur leurs préférences et surtout évidemment extrêmement important si oui ou non ces derniers donc avaient suivi auparavant une formation financière, un séminaire d'éducation financière. Donc le premier constat auquel Luzardi est arrivé, c'est que les individus ayant assisté à des séminaires d'éducation financière étaient à la fois mieux payés et mieux éduqués que les autres individus. Alors évidemment ça suffit pas parce que si vous voulez on parle uniquement là du niveau de revenu, on ne parle pas du niveau de richesse générale. Donc pour aller plus loin, Luzardi a opéré si vous voulez ce qu'on appelle une régression linéaire, donc on ne va pas rentrer dans le détail de l'étude, mais enfin ce qu'il faut juste retenir c'est qu'il a fait une analyse approfondie du ratio richesse sur revenu permanent. Et là, vous allez voir que la conclusion de l'étude est extrêmement intéressante puisque toute chose égale par ailleurs, on sait maintenant, c'est prouvé scientifiquement, que l'éducation financière augmente très sensiblement le ratio de richesse des ménages. Et donc les chiffres que je voulais vous citer, ceux qu'on a vus ensemble, notamment dans le programme de l'épisode, c'est que pour les 25% de ménages les plus pauvres, l'éducation financière dope en moyenne de 78,7% la richesse financière, qui serait quasi nulle dans le cas contraire. Donc si ces personnes n'avaient pas
pas suivi de formation hein, ou de séminaire d'éducation financière. Alors, je vous vois venir, hein, vous allez me dire, ouais, mais moi, je touche déjà bien ma vie, je gagne déjà bien ma vie, donc je suis pas concerné. Alors, évidemment, le pourcentage de richesse financière sera certainement moins impactant pour vous. Il n'empêche que toute catégorie socio-professionnelle confondue, hein, le niveau de richesse nette, incluant donc les pensions, par exemple, qui était donc l'augmentation, si vous voulez, du niveau de richesse nette de n'importe quel individu, était donc de 33%, hein, de 32,7% à la fin donc de l'étude qui avait été menée par l'USARDI. Donc vous voyez que finalement, quel que soit hein, votre niveau de revenu, vous voyez qu'un séminaire d'éducation financière va vous profiter. Et puis d'une certaine manière, évidemment, c'est normal que ça profite davantage aux individus qui font partie des ménages les plus pauvres, puisque en l'occurrence, évidemment, proportionnellement parlant, ces individus-là touchent déjà des revenus inférieurs aux revenus des individus qui sont déjà riches. Donc évidemment, ça va d'autant plus leur profiter une fois qu'ils auront eu les bonnes connaissances, qu'on leur a transmis les bons outils pour prendre en main leur avenir financier. Donc voilà, hein, je voulais revenir sur ces résultats-là. Je pense que c'est aussi intéressant, notamment pour les individus qui se demandent un peu toujours s'ils vont en avoir pour leur argent lorsqu'ils s'inscrivent à un séminaire d'éducation financière. Alors, évidemment, hein, je prêche pour ma paroisse, mais en tout état de cause, retenez bien que, encore une fois, l'éducation financière, c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique si vous souhaitez augmenter votre niveau de richesse financière. Voilà donc pour ce qui est de l'éducation financière des adultes. Et il y a une dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui dans cet épisode, c'est donc le fameux troisième biais comportemental, hein, le troisième biais cognitif, qui est donc la polarisation vers le risque. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce biais-là aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il y a une question qui est souvent posée par certains membres du club, notamment qui veulent savoir pourquoi quand on fait partie des membres privilégiés du club, il n'y a pas de forum, pour que chacun puisse échanger avec les autres, voire éventuellement de rencontres physiques. Vous allez voir tout simplement pourquoi dans un instant. Hein, donc je voudrais déjà définir avec vous ce qu'est la polarisation. Alors c'est quoi la polarisation hein? Quand je vous parle du biais, c'est la polarisation vers le risque. C'est quoi la polarisation? La polarisation, ça fait référence, si vous voulez, au phénomène d'amplification de la position qui est tenue par la majorité suite à des discussions internes. Hein, donc la majorité dans un groupe suite à des discussions internes. Donc si vous voulez, pour prendre un exemple et pour illustrer un peu ce que c'est que cette polarisation, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si certains individus qui font partie d'un groupe sont déjà favorables individuellement à une option, à partir du moment où le groupe va se mettre à discuter, il se trouvera que si la discussion de groupe a tendance, si vous voulez, à s'orienter dans le sens de ce que les individus pensaient déjà au préalable, ça va encore plus renforcer leur conviction dans ce sens-là. Alors c'est pas forcément, c'est à la fois une bonne chose, à la fois une mauvaise chose. C'est à la fois une bonne chose parce que évidemment, si la décision est bonne, ça va tendre à aller vers la bonne décision. Sauf que malheureusement, quand c'est la mauvaise décision qui est prise, ça a aussi tendance à aller d'autant plus vers la mauvaise décision. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a deux types hein, de polarisation de groupe qui sont d'ailleurs complètement neutres, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent être à la fois positifs ou à la fois négatifs. C'est qu'il y a un premier type de polarisation qui, je vous en parlais dans la présentation de ce troisième biais cognitif, qui est la dérive vers le risque, c'est-à-dire quand le groupe a tendance à prendre une position plus risquée que celle que n'aurait pris en moyenne chacun des membres pris séparément. Et vous avez donc l'opposé, c'est-à-dire la dérive vers la sécurité, quand le groupe a tendance à se montrer plus prudent que ses membres considéraient de manière individuelle. Mais dans les deux cas, évidemment, ce que vous devez retenir, que ce soit une dérive vers le risque ou une dérive vers la sécurité, c'est que la prise de décision est malheureusement biaisée par les discussions que le groupe entretient, que le groupe peut avoir une fois donc que les individus se sont mis à échanger sur un sujet. Donc il y a une étude évidemment qui vient corroborer un peu ce que je suis en train de vous dire, une étude empirique qui a été menée par Barber et Odin en 2000, notamment, et qui donc confirme la dérive vers le risque et notamment l'excès de confiance des groupes lorsque le marché est haussier. Et pour ce faire, si vous voulez, ces deux chercheurs se sont penchés sur l'analyse des opérations qui avaient été réalisées par 166 clubs d'investissement entre 1991 et 1997, qui était d'ailleurs une période boursière particulièrement faste. Et donc les résultats qu'ils ont obtenus, c'est qu'ils ont réussi, si vous voulez, à montrer que les clubs d'investissement s'étaient montrés davantage investis dans les actions à fort bêta,
Donc c'est quoi les actions à fort bêta, le bêta, c'est un indicateur de risque, si vous voulez, qui mesure l'amplification des évolutions de marché pour le cas de l'action individuelle. Donc ça veut dire, si vous voulez, que ce sont des actions qui généralement ont tendance à avoir une forte volatilité. Si vous voulez, la tendance des clubs à investir davantage dans les actions à fort bêta, dans les small caps qui sont par nature un peu plus risquées que les big caps et les valeurs de croissance, donc si vous voulez, ils ont montré que ces clubs ont eu tendance à investir dans ce type de valeurs davantage que les investisseurs particuliers pris encore une fois de manière individuelle, alors que dans le même temps, et j'insiste évidemment parce que si vous prenez un risque supplémentaire mais que vous avez un rendement largement supérieur, évidemment la prise de risque supplémentaire peut être légitimée, mais il se trouve que là en l'occurrence, dans le même temps, les prises de décision ne permettaient pas d'obtenir des résultats supérieurs en termes de performance, puisque la conclusion à laquelle arrivaient, si vous voulez, les deux chercheurs, c'était que les clubs d'investisseurs avaient sous-performé le marché de 3,7% par an sur cette période-là, et c'était exactement la même conclusion, puisque pour les investisseurs individuels, puisque les clubs d'investisseurs, les clubs d'investissement, avaient sous-performé de 2,3% par rapport aux performances qui étaient obtenues par les investisseurs individuels. Donc encore une fois, vous voyez que la conclusion de tout ça, c'est que l'efficacité de l'investissement par le biais des clubs d'investisseurs classiques, évidemment, je ne vous parle pas du club de l'EFP, puisque dans le club de l'EFP, on dispense principalement du contenu, vous prenez vos décisions de manière complètement responsable et individuelle, donc ça n'a rien à voir. L'efficacité donc des clubs d'investisseurs classiques est très discutable. Donc la solution, encore une fois, et je le répète parce que sincèrement, vous ne pouvez pas faire mieux si vous voulez quand vous voulez vaincre votre peur d'investir. La solution, c'est pas d'essayer de rejoindre vos congénères investisseurs pour vous rassurer. La solution, c'est de commencer par vous-même seul, petit, par exemple avec un parking lorsque vous cherchez à investir sur le marché immobilier ou avec un compte de trading virtuel sur le marché boursier, histoire de vous faire la main en prenant le minimum de risques. Et une fois que vous avez pris confiance, évidemment, il sera temps de vous lancer, quel que soit le type de marché considéré. Voilà donc pour l'épisode d'aujourd'hui, donc consacré aux 3 enseignements de la finance comportementale que vous ne devez ignorer sous aucun prétexte. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des tas de choses utiles, et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Salut!